J'ai 44 pays que je vais classer sur une liste de niveaux, alors allons-y. Beaucoup de pays aimeraient être alliés avec les États-Unis. Les gens peuvent se plaindre de l'hégémonie américaine, mais au final, c'est la fille la plus attirante du bar. Et tu sais, qui le sait? Le Canada, chapeau de l'Amérique, il a un accord de libre-échange avec les États-Unis depuis longtemps. Le nouvel accord, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, est vraiment très avantageux pour le Canada. C'est génial qu'ils aient accès au marché financier américain. C'est pourquoi les États-Unis ont un déficit commercial avec leurs voisins du Nord, et cela ne changera pas bientôt. Ils offrent un certain niveau de sécurité, mais la frontière canadienne n'est pas vraiment sécurisée. Il n'y a pas beaucoup de bases militaires là-haut pour les États-Unis, et elle est poreuse, on peut faire passer des choses par là de la même manière qu'ils font passer des choses par la frontière mexicaine. Mais dans l'ensemble, ils font partie du groupe de renseignement des Five Eyes, ils font partie du G7 ensemble. En réalité, le plus gros problème, c'est que le Canada ne peut pas vraiment projeter beaucoup de puissance sur les objectifs que les États-Unis ont. Le principal avantage, c'est d'avoir un partenaire amical à votre frontière nord, et je ne vois pas vraiment cela changer de sitôt. Nous mettons donc le Canada en catégorie A. Avant de continuer, évoquons brièvement ce qui rend l'Amérique si attrayante comme allié. La première raison, c'est son économie et ses marchés financiers. Si vous pouvez accéder aux marchés financiers américains, si vous pouvez vendre sur les marchés américains, vous allez très bien réussir économiquement. Ils possèdent la force militaire la plus puissante et peuvent intervenir presque partout dans le monde. Peut-être pas en Asie centrale, mais on va laisser ça de côté. Ils disposent aussi d'une marine assurant le libre-échange pour les alliés américains, un privilège réservé à ceux bénéficiant de cette garantie. À l'avenir, cela aura sans doute un coût, mais que cherchent les États-Unis chez leurs alliés ? Les accords commerciaux préférentiels sont un grand avantage, et un bon allié saura aussi collaborer en sécurité. Les États-Unis ont la meilleure armée, mais la capacité de collaborer et de s'intégrer étroitement est très importante. La localisation compte aussi, surtout si l'endroit est stratégique. Si vous nous aidez à encercler ou contrer un adversaire, nous en parlerons plus tard, comme la Finlande qui n'a pas beaucoup d'habitants. Mais ils sont vraiment intéressants en termes de pression sur la Russie, ce qui va en faire un allié de choix et le pays qui coche le plus de cases. Je pense que parmi tout cela, le Japon est de niveau S. Et l'autre chose qu'il est vraiment important de rappeler pour cette liste, c'est qu'on ne parle pas du passé. Nous avons fait la guerre mondiale contre l'Allemagne et le Japon, et ils vont tous les deux être très bien placés dans cette liste. Le Japon était le plus haut, c'est du passé. À l'heure actuelle, le Japon est l'allié numéro 1 le plus important pour contrer le principal rival géopolitique des États-Unis, la Chine. Ils ne changeront de camp que si nous échouons à protéger Taïwan, et que Taïwan est prise, si Taïwan est prise. Tout le jeu bascule. Mais nous avons en quelque sorte un accord commun avec les Japonais pour ne pas laisser cela arriver. Les gens peuvent prétendre le contraire, mais cela va arriver. Et l'une des choses les plus intéressantes que j'ai apprises récemment, c'est que l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a en fait été la personne qui a créé ce concept. Pendant longtemps, on parlait juste de l'Asie du Sud-Est ou de l'Asie de l'Est. Et il a redéfini l'échiquier géopolitique en tant qu'Indo-Pacifique. Et maintenant, nous avons dans la marine des États-Unis un chef du commandement Indo-Pacifique, qui est chargé de superviser cette région et d'y réfléchir stratégiquement. C'était Shinzo Abe qui est venu voir Donald Trump avec ce concept, que Trump a ensuite, vous savez, repris à sa manière, s'en est attribué le mérite et tout le reste. Mais c'est Abe qui a eu la vision et la prévoyance de faire avancer cette initiative. Ce n'était pas Obama, ce n'était pas un dirigeant américain, c'était Abe. C'est donc ce type de réflexion stratégique qui vient du Japon. Ils sont hautement défendables, nous n'avons pas besoin d'y stationner beaucoup de monde. En quelque sorte. Purement pour la défense du Japon, nous pouvons utiliser leur chaîne d'îles pour projeter de la puissance en mer de Chine méridionale. Et puis, vous savez, l'autre aspect économique, c'est l'intégration étroite. Le Japon, vous savez, fait face à une chute démographique. Ils essaient d'inverser cette tendance. Mais cela signifie que Toyota est en fait une entreprise américaine. Je sais que c'est controversé et pas tout à fait exact, mais leur plus grand centre de production se trouve dans l'Indiana, le Kentucky, le Texas, l'Alabama. Beaucoup de Toyota sont produites ici. Même si ce n'est pas une marque américaine, elles sont fabriquées aux États-Unis. C'est encore une preuve de liens économiques solides, d'une relation mutuellement bénéfique. Dans cette vidéo, un allié désigne toute personne ayant un accord de défense mutuelle, commerciale ou toute collaboration majeure. Nous avons peut-être oublié certains, mais nous avons couvert les principaux, ce qui nous mène au Mexique, autre partenaire important. En les plaçant au niveau A, c'est un partenariat économique énorme. L'accord Canada-États-Unis-Mexique, ce sont vraiment les États-Unis et le Mexique qui en sont le cœur.
en termes de taille économique, de population et d'intégration future. On aime quand le Canada apporte du pétrole et d'autres ressources, mais ce n'est tout simplement pas comparable en termes de population. La guerre américano-mexicaine a eu lieu de 1846 à 1848. Donc ça fait environ 180 ans qu'on n'est pas allé en guerre. La frontière est-elle sécurisée ? Non, est-ce que les cartels contrôlent en grande partie ? Oui, mais nous avons tous deux bien plus à gagner en collaborant qu'en étant en concurrence. Il n'y a pas vraiment de motivation forte. Le Mexique, vous savez, bénéficie vraiment du fait qu'il n'y a aucun risque d'invasion extérieure. Ils n'ont pas à beaucoup investir, ni à trop se soucier de leur sécurité, en raison du fait que leurs voisins et leurs eaux sont en fait patrouillés par la marine américaine. Mais nous n'allons pas forcément les envahir. Nous ne voulons pas ces terres, elles n'ont pas de valeur pour nous. Nous avons déjà pris ce que nous voulions, un niveau pour le Mexique, un autre de premier niveau, et celui-ci pourrait surprendre, la Pologne. Ils partagent une frontière avec la Russie et la Biélorussie. Et l'une des considérations clés que nous aurons toujours ici est « sont-ils réellement utiles pour contrer les rivaux géopolitiques des États-Unis ?» Quand ce cas, quand s'ils étaient États-Unis. Et ils investissent des milliards dans leur armée. Nous aborderons plus tard la norme OTN de 2% du produit intérieur brut pour l'armée, alors que la Pologne atteint 4%. Ils n'essaient pas seulement d'atteindre un seuil minimal, ils investissent pour leur défense, c'est la raison de leur action. Mais cela signifie que nos objectifs sont fortement alignés avec les leurs. Si la Pologne est attaquée, nous allons les soutenir, probablement même plus que nous ne soutiendrions l'Ukraine, parce qu'ils font aussi partie de l'OTAN. Ils achètent réellement auprès des principaux fournisseurs de défense américains, et ne se contentent pas de recevoir des allocations de ressources financées par le gouvernement. Cela a donc été le point de départ de la bataille en Ukraine. La Russie n'en aura pas fini après avoir pris la part de l'Ukraine qu'elle obtiendra. Et donc c'est l'un de ses prochains points chauds. Ils ne demandent pas grand-chose, ils demandent simplement, en gros, nous sommes dans l'OTAN, nous faisons notre part à ce sujet. Nous serions un domino majeur, vraiment important, à faire tomber. Donc soutenez-nous et nous sommes prêts à le faire. Passons donc au Brésil. Certains diraient que Brésil est un allié. Je le place tout en bas du niveau D. Tout d'abord, ils font partie des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils sont des participants actifs des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ils sont copains avec la Chine et la Russie. La Chine est leur premier partenaire commercial. Loulou, l'actuel dirigeant, veut détrôner le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Heureusement, les autres membres des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, nous avons fait toute une vidéo à ce sujet, ne sont en réalité pas d'accord pour que cela se produise. Il dit vraiment, on devrait sortir de l'emprise du dollar américain comme monnaie de réserve. Bolsonaro tentait de revenir en arrière et de se rapprocher de l'autre bloc. Si tu vois un bloc avec l'Iran, la Russie et la Chine, l'autre regroupe les pays du G7. Il essayait de pencher davantage dans cette direction, et le balancier revient en arrière. Donc, ils ne sont pas, je ne les appellerai même pas un allié, mais ils ne sont pas un bon allié pour nous. Si tu voulais les classer dans une sorte de classement par niveau, ce qui nous amène à un autre pays en B, la Bulgarie est aussi en niveau D, malgré le fait qu'ils soient dans l'OTAN. Et ils sont l'un des exemples typiques d'un pays qui est en dessous du seuil de dépenses militaires de l'OTAN, fixé à 2 depuis des années. Ils sont à 1,8, leurs dépenses ont augmenté. Mais si l'on regarde vers l'avenir du conflit en Ukraine ou d'autres conflits en Europe de l'Est, à parité de pouvoir d'achat, la Russie dépense environ 370 milliards pour son armée, et si l'on prend les pays européens de l'OTAN avec leurs dépenses militaires, c'est environ 380 milliards. Donc vous savez, quand on pense à ce qui peut vraiment faire bouger les choses ici, tous les pays de l'OTAN, et pendant un certain temps c'était la majorité d'entre eux, essaient de rattraper leur retard, mais ils n'y sont pas encore. Vous savez, ils ont un 90 milliards, ils devraient dépenser environ 18 milliards par an pour leur armée. Les gens disent que ça ne change pas vraiment la donne. C'est comme un pet dans le vent comparé, vous savez, au potentiel de renforcement militaire de l'Allemagne ou de certaines de ses autres grandes économies. Oui, bien sûr, mais vous êtes un petit État qui s'attend à être protégé. Et cela va vraiment ressembler à un argument de Donald Trump. Mais je pense que c'est relativement du bon sens pour les gens qui ne veulent pas déployer des Américains à l'étranger pour défendre des pays d'Europe de l'Est qu'ils ne pourraient même probablement pas situer sur une carte. Donc si vous voulez cette garantie de sécurité, vous devez au moins montrer que vous faites votre part. Je pense que ce sera le cas, que Biden soit réélu ou que Trump soit élu fin 2024. Mais ils doivent simplement intensifier leurs efforts. C'est la même chose pour la Belgique. Les dépenses militaires de base sont très faibles, 110 ou 113 selon les ressources. Ils ont d'excellentes gaufres, ce sont juste de mauvais alliés, ils ne font pas grand-chose à part héberger quelques ogives nucléaires pour les États-Unis.
Plusieurs pays de l'OTAN sont sous la barre des 2 depuis des années, selon une estimation supposant que les autres événements historiques sont inchangés. Depuis la guerre froide, si ces pays avaient seulement maintenu leurs dépenses au lieu de les réduire massivement, il y aurait un stock de 600 milliards d'armes de munitions et d'autres équipements militaires qui pourraient être utilisés dans ce conflit en Ukraine pour renforcer les autres pays qui partagent cette frontière avec la Russie. Nos risques d'invasion seraient grandement dissuadés à l'avenir. Voici la stratégie militaire de base. Il y a 2 façons de voir les choses. L'une consiste à se préparer pour aller à la guerre, et l'autre préparation que vous faites sert à empêcher la guerre. Et le calcul que quelqu'un fait, c'est « Hey, je pense que je peux aller prendre cette terre à un prix acceptable, à un coût acceptable, je le garantis ». Le calcul de Poutine aurait été différent s'il y avait eu une réserve de 600 milliards et la Belgique fait partie des pays responsables de cette lacune. Niveau D, la France est un cas compliqué. Ils ont des armes nucléaires, ils feraient en partie des pays qui déploieraient un peu des armes nucléaires dans un scénario d'Armageddon en notre faveur. Elles ne seraient pas lancées depuis l'autre côté de l'Atlantique. Elles seraient lancées, vous savez, vers la Russie, si jamais cela devait arriver. Ces bureaucrates et diplomates français exigeants sont imprévisibles et toujours en avance de plusieurs coups. On ne peut pas leur faire totalement confiance, mais on sait qu'ils font partie des alliés indépendants de l'OTAN qui possèdent une véritable puissance économique, culturelle et militaire. Emmanuel Macron prononce maintenant des discours sur la nécessité pour l'Union européenne de se mobiliser et de faire face à la menace que représente la Russie. Parce qu'ils sont conscients de ce genre de calcul que j'ai exposé et que les États-Unis font, et c'est important. Ils augmentent leurs dépenses et se modernisent. Et l'autre chose, malheureusement, c'est que nous avons besoin d'Airbus pour fournir beaucoup d'avions parce que les Boeing tombent du ciel. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ce sont de bons alliés. Ce sont des alliés que nous devrions continuer à cultiver. Et j'espère qu'ils pourront faire partie de cet exercice d'équilibre en Europe afin que les États-Unis puissent être libérés pour jouer un rôle d'équilibre plus important. Dans l'Indo-Pacifique, je vais les positionner à un certain niveau. Nous avons besoin de la Corée du Sud dans cette région. Ils ont vraiment une géographie d'une grande importance stratégique. Ils sont moins capables que le Japon pour projeter leur puissance et leurs forces militaires réelles. Ils affrontent une bombe démographique inédite. Ils pourraient facilement chuter dans le classement au cours des prochaines décennies s'ils ne parviennent pas à inverser leur pénurie de naissance, ce qui, à mon avis, n'est même plus possible. Mais il y a énormément de bases militaires là-bas, énormément d'engagements de défense conjoints. Et l'autre chose qu'ils font, si vous essayez de comprendre vos propres pensées sur la Corée, c'est qu'ils projettent de la puissance douce. Particulièrement bien si vous pensez à des pays comme la France qui ont cette capacité à s'imposer sur une base culturelle et à gagner en importance dans le monde entier, je placerai en fait la France et la Corée du Sud vraiment tout en haut du classement. C'est difficile pour moi de trouver un 3e pays comparable, et c'est en partie ce qu'est la K-pop. Oui, avoir brevet de technicien supérieur et tout cela est très bénéfique. Mais quand on pense en termes de hard power et de soft power, comme si chaque Américain connaissait brevet de technicien supérieur, ce n'est pas le cas de chaque Américain. Mais comme beaucoup d'Américains, connaître brevet de technicien supérieur est une forme de soft power coréen que pratiquement tous les autres pays voudraient, qu'ils désireraient. Je les classe en niveau B car leur projection de puissance est moindre, même si leur budget de défense est suffisant. Le matériel militaire sud-coréen est envoyé en Ukraine dans le cadre du soutien apporté là-bas. Donc, ils ont effectivement la capacité de produire du matériel militaire puissant. Samsung, évidemment, joue un rôle important là-dedans. L'Albanie, comme d'autres pays de l'OTAN, passe de la catégorie B à D car elle ne dépense pas assez pour la défense. Je suis curieux, dites-moi en commentaire, selon vous, qui a plus de soft power, brevet de technicien supérieur ou Dua Lipa ? Dua Lipa est albanaise. Selon vous, pour qui plus d'hommes iraient-ils à la guerre ? Pour la Croatie ? Catégorie D. Belle plage, investissez davantage dans l'armée. Je veux visiter la Croatie et la République tchèque. Leur produit intérieur brut est de 290 milliards. Comme s'ils pouvaient vraiment changer les choses en atteignant le seuil de 2, soit 58 milliards par an, géographiquement. Ils feront partie de ceux qui seraient déployés en première ligne et dans la ligne de mire du front est mince. Ils doivent s'en occuper, maintenant. Je mets le Danemark aussi en catégorie D, 400 milliards de produits intérieurs bruts, et ils sont descendus jusqu'à 11 en dépenses militaires en 2015. C'était juste avant l'élection de Trump, et c'est lui qui a vraiment secoué les choses ici. Que les alliés de l'OTAN devaient devenir sérieux, et ils ont augmenté leurs efforts, mais ils ne sont encore qu'à 165. Avec ce chiffre de 2, leur budget militaire atteindrait facilement 8 milliards, sans compter les stocks rétroactifs manquants.
Coopératifs, mais ils doivent accélérer. Estonie, niveau C. Vous allez dire, Aaron Watson, ce pays n'est pas immense avec 13 millions d'habitants, mais il est géographiquement crucial. Ils érigent activement des fortifications pour freiner une invasion de la Russie. Ils portent les cicatrices et l'histoire d'avoir appartenu à l'Union soviétique et ne veulent pas le revivre. Ils sont vraiment engagés, ils l'ont toujours été. Ils ont maintenu la conscription militaire comme partie intégrante de leur doctrine militaire pendant des décennies. C'est tout simplement une partie de l'identité estonienne. Donc ils agissent en conséquence, ils voient le risque que représente la Russie, ils n'en veulent pas. Et même s'ils n'ont pas forcément une grande capacité à être un domino, à tomber d'un côté ou de l'autre, ils font partie des zones à haut risque. Prendre le risque au sérieux nous conduit à Israël, probablement la partie la plus controversée de la vidéo. Pendant les manœuvres des États-Unis en Irak et en Afghanistan, Israël était vraiment important. C'était en gros, comme l'a dit Robert F. Kennedy, un porte-avions qui ne pouvait pas être coulé à l'extrémité ouest du Moyen-Orient. Cela pouvait rassembler des troupes américaines et les aider à se déployer en avant, en plus de nos porte-avions. Et de nos jours, c'est un énorme problème de relations publiques, en particulier pour Biden et les gens de la gauche, mais c'est controversé à cause du conflit actif qui s'y déroule. Mais si nous prenions du recul et réfléchissions à qui sont les rivaux géopolitiques les plus pertinents pour l'Amérique, on dit souvent c'est la Chine, la Russie et l'Iran. Mais l'Iran arrive loin derrière les deux autres. Et c'est parce que le Moyen-Orient, en tant que part du produit intérieur brut mondial, représente moins de 5%. Si vous deviez mettre en évidence les zones d'importance stratégique pour les États-Unis, vous choisiriez l'Amérique du Nord. Premièrement, évidemment, puis l'Asie en raison de la puissance économique et de l'importance qui en découle. Cela peut se traduire par une véritable superpuissance militaire mondiale. Si c'est concentré, si c'est ciblé, alors après l'Asie, on irait vers l'Europe. Tout simplement pour la proximité avec les États-Unis, il y a là-bas beaucoup d'alliés très bien établis et de longue date, en plus d'une puissance économique généralement plus élevée. La raison pour laquelle le Moyen-Orient a été un tel problème pour les États-Unis, c'est que c'est un bourbier. Vous entrez, vous ne pouvez ni partir ni arranger quoi que ce soit sans réelle récompense. Dans le passé, nous avions besoin du pétrole de là-bas, pour nous-mêmes et pour nos alliés, mais avec la révolution du schiste, ce n'est même plus pertinent. Donc d'un point de vue global, à quel point Israël est-il important ? Ils ne vont pas projeter de puissance ni vraiment faire quoi que ce soit contre la Russie ou la Chine. Si nous avons besoin qu'ils le fassent, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est qu'ils établissent une relation avec l'Arabie Saoudite, quelque chose d'un peu plus solide. Créer un équilibre au Moyen-Orient pour permettre notre départ sans laisser un seul hégémon. Ils s'équilibrent tous plus ou moins, si c'est la Turquie, l'Iran, puis Israël et l'Arabie Saoudite, comme un tabouret à 3 pieds, qui s'équilibrent les uns les autres, c'est le scénario idéal. Si nous pouvons les orienter ainsi ou garantir cela, ce serait fantastique. Mais vous savez, ils ont une organisation de renseignement d'élite, ils ne font pas partie des Five Eyes. On peut dire que le Mossad agit autant envers les citoyens américains en tentant d'influencer là-bas que dans d'autres régions du monde. Et nous savons qu'ils sont très doués pour ça, donc je vais les mettre au niveau B. Je suis, vous savez, hésitant. On pourrait même éventuellement rétrograder cela à partir d'ici. Mais je n'adhère pas aux arguments pour un allié de niveau A ou plus, étant donné l'importance relative moindre du Moyen-Orient pour les intérêts des États-Unis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. L'Arabie Saoudite est impliquée, Mohammed Ben Salmané cherche à s'aligner avec Israël. Il comprend qu'il existe une collaboration naturelle là-bas contre l'Iran. Je pense qu'ils peuvent largement s'équilibrer. Nous n'avons pas à nous impliquer. Mais ils vendent encore du pétrole à la Chine, restent dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole avec la Russie, et cette alliance est solide. Mais ils ont besoin de contrebalancer l'Iran et le Moyen-Orient. Et en plus de ça, idéalement pour nous, c'est le problème de la France, c'est le problème de la Chine, c'est le problème de l'Inde, ce n'est pas un problème américain. Pour cette raison, nous mettons l'Arabie Saoudite en catégorie C, la Turquie pareil. Une des plus grandes armées permanentes hors des États-Unis. Dans toute l'OTAN, c'est la plus grande en Europe, et ils peuvent contrer à la fois l'Iran et la Russie s'ils le souhaitent. En réalité, ils jouent l'un sur les deux tableaux, cherchant à créer un maximum de liens positifs au centre de tout. Ils ne seront jamais vraiment adversaires, notamment à cause de la géographie, et restent une grande inconnue là-bas, et l'économie la plus avancée du Moyen-Orient.
S'il devait y avoir un hégémon au Moyen-Orient, je pense que ce serait la Turquie. Je ne pense pas que ce soit l'Iran, je ne pense pas que ce soit l'Arabie Saoudite, ce n'est certainement pas Israël. Donc, vous voyez, c'est super. Lorsqu'ils ont ouvert une usine de munitions au Texas pour fabriquer des obus de 155 mm, mais il pourrait aussi représenter une menace pour Israël. Et c'est encore une autre chose dans laquelle on pourrait être entraîné, la Turquie contre Israël. Et on ne veut vraiment pas s'en mêler. Je vais donc les classer en catégorie B. Car s'ils voulaient vraiment s'aligner avec les États-Unis et que notre échange était du style « tu peux y aller. Domine le Moyen-Orient, tu nous aides à atteindre nos objectifs en Europe, ce serait génial pour nous. » Genre s'éloigner de la Russie, les contrer en mer Noire, puis agir librement au Moyen-Orient. C'est gagnant-gagnant. Passons à l'Italie, je les mets au niveau B. C'est un autre pays qui est en dessous du budget de défense nécessaire. Il est incroyablement endetté, les retraites sont sous-financées. Destination touristique de rêve, membre du G7, etc. Mais les États-Unis ont un déficit commercial, donc je ne vois pas vraiment l'avantage. Ils hébergent quelques armes nucléaires, probablement pour contrebalancer la Turquie et d'autres puissances en Méditerranée. Je ne sais pas, Italie, tu me laisses tiède malgré ta cuisine, Suède aussi. Je les mets en B. Ils n'ont pas assez dépensé pour leur armée, mais ça augmente clairement et ils sont un nouveau membre de l'OTAN. Ils n'avaient pas cette obligation de dépenser pendant 30 ans et ne l'ont pas respectée. Ils accélèrent, voient que le risque et s'impliquent. Et c'est leur marine. Ce serait essentiellement leur marine qui patrouillerait la mer Baltique dans un scénario de guerre plus important avec la Russie. Ce serait important pour protéger les États baltes comme l'Estonie et leur île de Gotland. Comme Israël au Moyen-Orient, ce porte-avions insubmersible en mer Baltique pourrait servir de base pour des avions de chasse et autres ressources. Et je suis content qu'il rejoigne l'OTAN, l'Australie. Nous la placerons en catégorie B, son importance géostratégique est majeure face à l'Indo-Pacifique, une entité axée sur l'équilibre avec la Chine. Ils sont dans le Quad, membre du Five Eyes, et achètent-ils nos sous-marins au lieu de ceux de la France, c'est génial. On adore ça, mais c'est un peu petit. La population n'est en fait pas si grande. Et économiquement, ils dépendent beaucoup de l'exploitation minière et de l'extraction de leurs ressources qu'ils envoient ensuite en Chine. Donc ce n'est pas un de ces cas où ils sont totalement alignés avec les États-Unis. Ils sont en quelque sorte obligés de coopérer là-bas, dans une certaine mesure. L'Allemagne abrite la plus grande base européenne partagée avec les États-Unis et entretient aussi un important partenariat commercial avec la Chine. Ils ne s'impliqueraient probablement pas beaucoup ou ne soutiendraient pas vraiment dans un scénario concernant Taïwan, c'est pourquoi ils ne seraient mis les pas dans la catégorie S. Mais ils viennent de mettre en place un fonds militaire spécial de 100 milliards pour l'Union européenne. Ils jouent un rôle central dans la lutte contre la Russie. Ils vont déployer une brigade en Lituanie d'ici 2027. Concernant la possibilité que les États-Unis se retirent partiellement de l'Europe pour laisser l'Union européenne prendre le relais. L'Allemagne est l'un des acteurs centraux là-bas, donc nous allons la placer à un certain niveau. Il y a toujours de la place pour plus. Mais dans l'ensemble, c'est l'un de nos partenaires clés que nous devons continuer à soutenir, les Pays-Bas. Ils accueillent nos armes nucléaires, dépensent peu pour l'armée malgré une bonne économie, mais pourraient investir plus, donc ils seront classés niveau C. La Finlande. J'adore la Finlande, niveau B, pas tout à fait au niveau A, simplement à cause d'un manque de taille et d'envergure. Mais ils ont une frontière de 1335 km avec la Russie. Et donc, dans un scénario où l'agression de la Russie s'étend à d'autres pays de l'OTAN, ils ont maintenant toute cette autre zone dont ils doivent se préoccuper. Un nouveau membre de l'OTAN, déjà doté de fortes dépenses militaires, va encore les accroître. Les gens disent « non, ils adhèrent ». Cela signifie que nous devons les protéger, mais ils n'ont peut-être pas besoin d'autant de protection. En 1939, il y a eu la célèbre guerre d'hiver entre la Russie et la Finlande a repoussé l'agression soviétique et a une histoire de ce genre. C'est profondément ancré. Ils savent que cette frontière les concerne, sont connectés aux pays nordiques, connaissent leurs intérêts et les risques. Il fait très froid dans le nord de la Finlande, et c'est le genre de combat auquel je ne voudrais jamais participer. Mais ils ont une forte capacité militaire pour une petite force, ce qui est un autre point de pression possible. La Russie devrait idéalement disperser ses ressources sur plusieurs fronts, et c'est ce qui profiterait à l'OTAN dans un scénario comme celui-ci. Je suis fan de la Finlande, moins de la Grèce, qui ressemble un peu à l'Italie. Ils ont une crise de la dette, dépensent pour la défense, mais ignorent les objectifs de l'OTAN. Ils sont surtout préoccupés par la Turquie. Ils considèrent principalement la Turquie comme un concurrent et s'inquiètent de leurs problèmes en mer Méditerranée orientale. Un autre bel endroit à visiter, une belle attraction touristique. Mais stratégiquement, je ne suis pas sûr que nous accomplissions grand-chose là-bas. Niveau C pour la Grèce, la Hongrie, c'est pareil, ils ont de bonnes dépenses militaires.
Je suis intéressé par la façon dont les taux de fécondité sont influencés par tous les types de programmes qu'Orban met en place là-bas, mais ça ne fait pas vraiment bouger les choses ici. On suggère, d'un point de vue nationaliste, qu'il ne participerait tout le pas à l'application de l'article 5 de l'OTAN. Je n'aime pas ce classement C pour la Hongrie. Islande, inutile, classement E. Lituanie, classement C, comme l'Estonie, proche de la Russie. Et il y a cet endroit sur la carte, Kaliningrad, qui est comme un avant-poste supplémentaire sous contrôle russe. Et la prochaine étape logique après l'Ukraine serait qu'ils essaient de passer par la Biélorussie pour se connecter à Kaliningrad. Cela leur servirait de base pour attaquer au sud vers la Pologne et au nord vers les États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie. On a aussi évoqué les forces allemandes déployées en Lituanie. C'est ainsi que le Royaume-Uni fait pression sur la Russie. Il ne pourrait pas simplement descendre en Pologne, il subirait immédiatement, vous savez, espérons-le, une pression de la Lituanie sur Kaliningrad, si cela devait se produire. Ils ont aussi gardé la conscription, conscients du risque. Ils dépassent 2 atteignent 3 et contribuent ainsi pour un pays assez petit. La Lettonie rétablit aussi la conscription, est stratégiquement placée et accroît ses dépenses militaires. Lettonie niveau C, Luxembourg niveau D. Allez, faible population, produit intérieur brut élevé, c'est leur reproche, non? Ils sont parmi les plus bas. Budget défense 0,7, moins de 1% du produit intérieur brut. Mais vu notre produit intérieur brut par habitant élevé, ça m'est égal. Si vous voulez la garantie de protection de l'OTAN, vous devez agir en conséquence. Si l'expansion de la Russie réussit, cela vous affectera. Vous devez payer, contribuer, acheter de l'artillerie et envoyer du matériel au front. 0,7 n'est pas acceptable. Macédoine du Nord, niveau D, moins de 2, mais vous souhaitez la protection de l'OTAN. Burk, allez, Monténégro, niveau D, proche de 2 en progression, petit, membre relativement nouveau de l'OTAN. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Royaume-Uni, ils auront aussi un niveau S, et depuis le Brexit, ce sont les États-Unis. Petit frère. Nos Marines y sont conçus pour être intégrés, nous avons un accord commercial, une relation spéciale, et faisons partie des Five Eyes. En renseignement, nous sommes unis comme les doigts d'une main. Et vous savez, je pense honnêtement que nous pourrions nous voir encore plus intégrés à l'avenir. Ils atteignent la barre des 2% pour les dépenses militaires. Les gens disent que l'économie n'est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être, c'est bon, on peut régler ça. Ils sont alignés avec nous et c'est vraiment quelque chose de précieux. La Norvège, classée en catégorie B par l'OTAN, a une grande importance stratégique dans l'Arctique et l'Atlantique Nord. Donc la Russie possède ces 2 ports du Nord. En gros, la Norvège est le pays à partir duquel nous pourrions projeter notre puissance contre ces ports du nord de la Russie, ce qui constitue simplement un autre vecteur potentiel pour contrer la Russie. Ils sont essentiels en Europe. Le Portugal est en catégorie D à cause de faibles dépenses militaires, il faut se ressaisir. La Roumanie, en catégorie C, a une population solide. Ils investissent dans la défense essentielle contre la Russie en Europe de l'Est. La Slovaquie reste un cas risqué. On peut dire catégorie C ou D. Leur budget défense est respecté, mais leurs dirigeants ressemblent à Orban. Cela suggère qu'ils n'assumeraient pas leurs responsabilités, ni n'agiraient selon l'article 5 de l'OTAN, un accord de défense mutuelle. Et donc d'un point de vue géostratégique, du fait qu'ils ont réellement des capacités militaires, ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Ils doivent assumer leurs responsabilités, catégorie C ou D. Où pensez-vous que je vais placer la catégorie D? Simplement parce qu'ils n'ont pas cet engagement total. Slovénie, faible dépenses militaires, augmentez-les à 2. Il faut dénoncer ces pays qui ne font pas leur part. Catégorie D pour la Slovénie, pareil pour l'Espagne, 126. Allez, ce n'est pas parce qu'ils sont à l'autre bout du continent européen. Il faut s'impliquer dès maintenant. C'est un paradis fiscal. C'est différent. Les Américains y vont sans payer d'impôts ni financer leur armée. Ce n'est pas idéal pour les États-Unis. On peut voir ça différemment en tant qu'individu souverain, mais du point de vue des États-Unis, ce n'est pas un bon allié. Espagne niveau D pour toi, Panama c'est un endroit vraiment important d'un point de vue économique. Ils ont en partie laissé les influences chinoises s'installer, sapant certains objectifs américains là-bas. Donc on les fait descendre au niveau C, mais ça devrait être, tu sais, un moteur économique majeur, un partenaire des États-Unis. C'est un point de tension clé pour le commerce mondial, et nous devrions simplement être aussi alignés que possible. Je les mettrai en C, mais je blâme presque plus les États-Unis que le Panama, car ce dernier est très petit. Il doit simplement réagir aux forces qui s'exercent sur lui, ce qui devrait être davantage pris en compte. Les États-Unis devraient en réfléchir à ce qu'il faudrait pour faire du Panama un pays de niveau A, mais ce n'est pas la priorité actuelle de leurs dirigeants.
Thaïlande, niveau C, il coopère militairement, accueille Cobra Gold, mais manque de puissance militaire ou économique. Mais d'un point de vue géostratégique, ils sont essentiels pour la mer de Chine méridionale. Ce serait en quelque sorte un bon allié à cultiver. L'Inde est particulièrement intéressante comparée à d'autres acteurs ici. C'est peut-être le plus difficile à situer, parce que vous savez, ils sont à la fois dans les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud avec la Chine et la Russie, et dans le Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Donc ils comprennent l'importance de contrebalancer l'Indo-Pacifique, mais ils veulent aussi pouvoir accéder au pétrole russe et vendre sur les marchés chinois. Il n'y a aucune agressivité envers les États-Unis. Nous recevons beaucoup d'étudiants universitaires de leur part, vous savez, ils sont en tête. Les Indo-Américains dirigent un nombre énorme d'entreprises technologiques nationales, donc c'est vraiment compliqué parce que je ne sais pas. Je supposerais que s'il y avait une agression à Taïwan, ils soutiendraient la fermeture du détroit de Malacca et participeraient à ce genre de contre-mesures là-bas. Je ne sais pas, je suis dans le flou. Donc je dois les mettre au niveau B, mais le potentiel, vraiment le potentiel, peut littéralement aller jusqu'au niveau S si tous les intérêts sont alignés. Je ne vois tout simplement pas ça arriver, il y a un potentiel pour un niveau A, mais c'est niveau B, pour l'instant. L'Irlande, paradis fiscal sans budget défense, dépense encore moins que le Luxembourg pour l'armée. C'est atroce, vous êtes en niveau E. Les Philippines sont en niveau B, une géographie clé. Près de Taïwan, avec le Japon, se trouvent les bases américaines, point de rassemblement en mer de Chine méridionale. Le principal problème à gérer, c'est vous, économiquement. D'un véritable point de vue de contrepoids, c'est plus la Terre que, comme leur propre capacité de projection de force, le Japon a une armée bien plus développée, une marine bien plus développée. Tout ça, les Philippines, ce sont vraiment les bases dans ce genre de zone de rassemblement et l'intégration de ce partenariat qui les fait passer au niveau B. Il faudrait voir un peu plus de produit intérieur brut par habitant pour que cela continue d'augmenter. Enfin, l'Égypte, très instable politiquement, reçoit beaucoup d'argent des États-Unis mais dépend de la Russie pour sa sécurité alimentaire. Elle reçoit énormément d'investissements extérieurs à la fois de la Chine et du Qatar. C'en est un autre exemple. Je croyais que c'était un niveau D, mais l'Égypte est au niveau E. Nous avons maintenant 3 pays à ce niveau. Heureux que l'Islande ne soit pas seule dans ce groupe, Égypte, tu es aussi là. Merci d'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez pour la prochaine tier list.